Chapitre 15. Secret. Cette année-là, qui fut décisive, le prince Vérité choisit de présenter sa flotte de guerre le jour médian de la fête de l'hiver. La coutume aurait voulu qu'il attende un temps plus clément et lance ses bateaux le premier jour de la fête du printemps, considérée comme une date de meilleur auspice pour le baptême d'un navire. Mais Vérité avait harcelé ses constructeurs et leurs ouvriers pour que les 4 vaisseaux fussent prêts à la mi-hiver. En choisissant ce jour précis, il s'assurait un large public tant pour le lancement que pour le discours qui l'accompagnait. Par tradition, une grande chasse est organisée à cette date et la venaison qu'on en rapporte est regardée comme annonciatrice du gibier qui sera pris dans l'année. Lorsqu'il eut fait sortir les vaisseaux des hangars sur leurs rouleaux, le prince déclara devant la foule assemblée que c'étaient là ses chasseurs et que la seule proie qui assouvirait leur appétit étaient les pirates rouges. Et hélas, ces paroles suscitèrent une réaction plus que modérée, qui n'était visiblement pas du tout celle qu'il espérait. Je pense, pour ma part, que les gens auraient préféré chasser les pirates de leurs pensées, se cacher derrière l'hiver et se persuader que le printemps n'arriverait jamais. Mais Vérité ne leur en laissa pas le loisir. Les navires furent lancés et l'entraînement des équipages commença. Je passais le début de l'après-midi à chasser en compagnie d'Œil de Nuit, qui ronchonnait sous prétexte que c'était un moment ridicule pour courir le gibier alors que j'avais perdu mon temps, au petit matin, à m'ébattre avec ma compagne. Je lui répondis que c'était comme ça et pas autrement, et que cela continuerait encore plusieurs jours, voire davantage. Il n'était pas content, et moi non plus. J'étais plus que troublé de me rendre compte qu'il percevait clairement tous mes faits et gestes, même si je n'avais pas conscience d'être en contact avec lui. Vérité avait-il perçu sa présence? Le loup se moqua de moi. J'ai déjà du mal à me faire entendre de toi, parfois. Veux-tu que je hurle à travers toi pour l'appeler? Notre chasse fut une piètre réussite. 2 lapins, guère gras l'un et l'autre. Je lui promis de lui rapporter des restes de cuisine le lendemain. J'eus encore moins de succès à lui faire comprendre mon exigence d'intimité à certains moments. Il ne concevait pas pourquoi je séparais mes amours des autres activités de la meute, telles que chasser ou hurler ensemble. Pour lui, l'accouplement, c'était des petits à venir, et la responsabilité des petits incombait à la meute. Les mots sont impuissants à rendre les difficultés de notre discussion. Nous échangeons des images, des pensées, ce qui ne me permet guère de discrétion. Sa franchise m'horrifiait. Il m'assurait qu'il partageait le plaisir que me procurait la présence de ma compagne et mes accouplements avec elle. Je le suppliais d'en ne rien faire, incompréhension. Je l'abandonnai finalement à ses lapins, et il parut vexé que je refuse ma part de viande. Faute de mieux, j'avais obtenu de ne plus sentir qu'il partageait ma perception de Molly. On était loin du compte, mais c'est tout ce que j'étais parvenu à lui faire comprendre. Qu'à certains moments, je veux couper le lien qui nous unissait, était pour lui un concept inimaginable. C'était absurde. Ce n'était pas l'esprit de la meute. Je le quittai en me demandant s'il m'arriverait un jour de jouir d'un moment à moi, et à moi seul. Je regagnai le château et me dirigeai vers la solitude de ma chambre. Je languissais de retrouver cette pièce où, ne fût-ce qu'un instant, je pourrais m'enfermer et rester seul, physiquement en tout cas. Comme pour souligner mon envie de quiétude, les couloirs et les escaliers grouillaient de gens affairés. Les serviteurs balayaient les roseaux défraîchis et en répandaient de nouveaux, remplaçaient les bougies des candélabres et festonnaient les murs de guirlandes de sapins. La fête de l'hiver. Je ne me sentais guère d'humeur à y participer. J'atteignis enfin ma chambre, m'y faufilai et refermai résolument la porte derrière moi. Déjà de retour? Le fou était accroupi près de la cheminée, au milieu d'un demi-cercle de parchemin. Apparemment, il était en train de les classer. Je le considérais sans pouvoir cacher ma consternation. Et soudain, la colère me prit. Pourquoi ne m'as-tu pas averti de l'état du roi? Un instant, il examina un manuscrit, puis le posa sur le tas à sa droite. Mais je t'ai averti. Une question en échange de la tienne. Pourquoi n'étais-tu pas au courant de son état? Je restai interloqué. Je reconnais avoir négligé d'aller le voir, mais rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait eu l'impact de ce que tu as vu de tes yeux.
Et encore, tu n'imagines pas ce que ce serait si je n'étais pas venu chaque jour vider les pots de chambre, balayer, épousseter, emporter les plats, lui peigner les cheveux et la barbe. À nouveau, je conservais un silence choqué. Je traversai la pièce pour m'asseoir lourdement sur mon coffre à vêtements. Ce n'est plus le roi dont j'ai le souvenir, dis-je brutalement. Cela m'effraie de le voir tomber si bas et si vite. Cela t'effraie? Moi, cela m'épouvante. Toi, au moins, tu auras un autre roi quand celui-ci aura été soufflé. Il jeta encore un manuscrit sur la pile. Comme tout le monde, observai-je. Certains plus que d'autres, répondit-il sèchement. D'un geste involontaire, je poussai sur l'épingle pour mieux l'enfoncer dans mon pourpoint. J'avais failli la perdre aujourd'hui, et, du coup, j'avais songé à ce qu'elle symbolisait jusque-là. La protection du roi pour un petit-fils bâtard, dont un souverain plus implacable se serait discrètement débarrassé. Mais, maintenant qu'il avait besoin d'être protégé à son tour, que symboliserait-elle à mes yeux? Alors, que faisons-nous? Toi et moi? Rien, ou presque. Je ne suis qu'un fou, et toi un bâtard. J'acquiesçai à contre-cœur. Dommage qu'Imbre ne soit pas là. J'aimerais savoir quand il revient. Je regardais le fou en me demandant ce qu'il savait. L'ombre? L'ombre revient avec le soleil, à ce qu'il paraît. Réponse évasive, comme toujours. Trop tard pour le roi, je suppose, ajouta-t-il plus bas. Nous sommes donc impuissants? Toi et moi? Jamais. Nous avons trop de pouvoir pour agir ici, c'est tout. Par ici, ce sont les désarmés qui sont le plus puissants. Tu as peut-être raison, nous devrions peut-être les consulter. Et maintenant? Il se redressa et s'ébroua avec des mouvements de pantin désarticulés qui firent teinter tous les grelots qu'il portait. Je ne pus m'empêcher de sourire. Mon roi s'achemine vers la meilleure partie de la journée, pour lui. Je serai à ses côtés pour l'aider dans la mesure de mes modestes moyens. Il sortit d'un pas précautionneux de son enceinte de manuscrits et de tablettes. Adieu, Fitz. Adieu. Il s'arrêta devant la porte, l'air intrigué. Tu ne vois pas d'objection à ce que je m'en aille? Il me semble que je voyais déjà des objections à ce que tu restes. Ne fais pas assaut de bons mots avec un bouffon. Mais as-tu oublié? Je t'avais proposé un marché. Un secret contre un secret. Je n'avais pas oublié. Mais je savais plus. Je ne savais plus si j'avais vraiment envie de connaître son secret. D'où est venu le fou? Et pourquoi? Fis-je à mi-voix. Ah! Il resta un instant muet, puis demanda gravement. Tu es certain de vouloir les réponses à ces questions? D'où est venu le fou? Et pourquoi? Répétai-je lentement. L'espace d'une seconde, il ne dit rien, et je le vis alors comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Non comme le fou à la langue acérée et aux phrases tranchantes comme des bernacles, mais comme une personne petite et mince, toute fragile avec sa peau décolorée, son ossature d'oiseau, jusqu'à ses cheveux qui paraissaient moins matériels que ceux des autres mortels. Sa livrée noire et blanche, bordée de grelots d'argent, et son sceptre ridicule à tête de rat, voilà la seule armure et l'unique épée qu'il possédait dans cette cour, où régnaient l'intrigue et la perfidie. Et son mystère. L'invisible manteau de son mystère. Je regrettais fugitivement le marché qu'il m'avait proposé et ma curiosité dévorante. Il soupira, promena son regard dans la pièce, puis alla se planter devant la tapisserie du roi Sagesse, en train d'accueillir les anciens. Il la considéra, puis sourit d'un air lugubre, comme s'il y percevait un humour qui m'échappait. Il prit soudain la pose d'un poète, prêt à déclamer, puis se figea, et planta encore une fois ses yeux dans les miens. Tu es certain de vouloir savoir, Fitsune? Je répétais comme une ancienne. D'où est venu le fou? Et pourquoi? D'où? Ah, d'où? Il se tint un instant nez à nez avec Raton, l'air de formuler une réponse à sa propre interrogation. Puis il me regarda. Descends vers le sud, Fitz, jusqu'en des régions par-delà le bord de toutes les cartes qui aient jamais étudié vérité, et par-delà le bord des cartes que l'on dessine dans ces pays aussi. Descends vers le sud, puis lance-toi vers l'est, sur une mer dont tu ne connais pas le nom. Tu finiras par arriver devant une longue péninsule sinueuse, et, à la pointe,
tu trouveras le village où est né un fou. Tu y découvriras peut-être encore une mère qui se rappelle qu'elle a eu un bébé, blanc comme une larve, et qu'elle chantait en me serrant contre son sein chaud. Il vit mon expression à la fois incrédule et captivée, et il eut un petit rire. Tu n'arrives même pas à te représenter le tableau, n'est-ce pas? Attends, je vais encore te compliquer la tâche. Elle avait de longs cheveux noirs et bouclés, et les yeux verts. Tu t'imagines? C'est de couleur aussi somptueuse qu'est faite ma translucidité. Et les pères de l'enfant, sans couleur? De cousins, car telle était la coutume de ce pays, l'un corpulent, noireau, plein de rire, les lèvres vermeilles et l'œil brun. Un fermier qui sentait la bonne terre et le grand air. L'autre, aussi étroit que le premier, était large, d'or là où le premier était de bronze, poète et chanteur aux yeux bleus. Et comme ils m'aimaient et se réjouissaient de ma venue, tous les trois et le village avec eux. Que j'étais aimé. Sa voix s'adoucit, et il se tut un instant. J'avais la certitude d'entendre ce que nul n'avait entendu avant moi. Je me rappelais le jour où je m'étais glissé dans sa chambre, et l'exquise petite poupée au berceau que j'y avais trouvée. Chéri comme le fou avait été chéri. J'attendis qu'il poursuive. Quand j'ai été assez grand, je leur ai dit au revoir. Je suis parti chercher ma place dans l'histoire et décider où la contrarier. L'endroit que j'ai choisi, c'est ce château. Le moment, c'est l'heure de ma naissance qui l'a déterminé. Je suis arrivé et je me suis donné à Subtil. J'ai réuni de ma main tous les brins que les fileuses y ont placés, et j'ai entrepris de les tordre et de les teindre comme je le pouvais, dans l'espoir d'affecter ce qui se tisse après moi. Je secouai la tête. Je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Ah! Il agita son bonnet et ses grelots tintèrent. Je t'ai offert de te révéler mon secret. Je n'ai pas promis de te le rendre intelligible. Un message n'est pas délivré tant qu'il n'est pas compris, objectai-je. C'était une citation d'Imbre. Le fou demeurait récalcitrant. Tu as parfaitement compris ce que j'ai dit, disait-il. Mais tu ne l'acceptes pas. Jamais je ne t'ai parlé aussi clairement. C'est peut-être ce qui t'égare. Il ne plaisantait pas. Je secouai la tête à nouveau. Ça ne veut rien dire. Tu es allé quelque part pour trouver ta place dans l'histoire. Comment est-ce possible? L'histoire, c'est ce qui a été fait dans le passé. Le bonnet s'agita encore une fois, plus lentement. L'histoire, c'est ce que nous faisons pendant notre existence. Nous la créons au fur et à mesure. Il eut un sourire énigmatique. L'avenir est une autre sorte d'histoire. J'acquiesçai. Personne ne peut connaître l'avenir. Son sourire s'accrut. Ah oui? Fit-il dans un souffle. Quelque part, peut-être, Fitz, est-il écrit tout ce qui constitue l'avenir. Pas écrit par une seule personne, attention. Mais si tous les signes, les visions, les prémonitions et les augures de toute une race étaient couchés sur le papier, reliés les uns aux autres avec leur correspondance, ce peuple ne pourrait-il pas élaborer un métier à tisser sur lequel s'étendrait la tapisserie de l'avenir? Ridicule! Comment saurait-on si tout ce qu'elle contient est vrai? Si un tel métier venait à être créé et une telle tapisserie de prédiction à être tissée, non sur quelques années, mais sur des millénaires, on pourrait observer au bout de quelque temps qu'elle offre des prévisions étonnamment exactes. Dis-toi bien que ceux qui tiennent ces archives sont d'une autre espèce, à l'exceptionnelle longévité, une espèce pâle et belle, qui mêle parfois son sang à celui des hommes. Et alors? Il tournoya sur place, soudain folâtre, et insupportablement content de lui-même. Et alors certains naissent, si clairement marqués que l'histoire ne peut que les appeler, qu'ils doivent partir en quête de leur place dans cette histoire future. Il se peut même qu'on les encourage à examiner cette place, ce point de jonction de sans fil, et qu'ils disent « Ces fils-là, je vais les tordre, et, ce faisant, je vais modifier la tapisserie, gauchir la trame, changer la couleur de l'avenir. Je vais transformer la destinée du monde. » Il se moquait de moi, j'en étais maintenant certain. Une fois tous les 1000 ans, peut-être, dis-je. Il est possible qu'apparaisse un homme capable de provoquer de tels bouleversements dans le monde, un roi puissant ou encore un philosophe qui modèle la pensée des milliers de gens. Mais toi et moi,
Fou. Nous sommes des pions, des pas grand-chose. Il secoua la tête d'un air apitoyé. Plus que tout, c'est ça que je n'ai jamais compris chez vous. Vous jouez au dé, et vous comprenez que le sort du jeu puisse dépendre d'un seul jet. Vous vous distrayez aux cartes, et dites que la fortune amassée en une soirée peut partir en fumée sur un pli. Mais un homme, ça, vous le reniflez d'un air dégoûté, et vous laissez tomber. Quoi? Ce néant d'humain? Ce pêcheur, ce charpentier, ce voleur, cette cuisinière? Allons! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là pourraient bien accomplir dans le vaste monde? Et, tels des chandelles dans un courant d'air, vous vivez de petites existences crachotantes, vacillantes. La gloire n'est pas pour tout le monde, observai-je. En es-tu sûr, Fitz? En es-tu sûr? À quoi bon une petite vie qui ne change rien à la grande vie du monde? Je ne conçois rien de plus triste. Pourquoi une mère ne se dirait-elle pas: si j'élève bien cet enfant, si je l'aime, si je l'entoure d'affection, il mènera une existence où il dispensera le bonheur autour de lui, et ainsi j'aurai changé le monde. Pourquoi le fermier qui plante une graine ne déclarerait-il pas à son voisin: cette graine que je plante nourrira quelqu'un, et c'est ainsi que je change le monde aujourd'hui? C'est de la philosophie, fou. Je n'ai jamais eu le temps d'étudier ces choses-là. Non, Fitz. C'est la vie. Et nul ne peut se permettre de ne pas y penser. La moindre créature doit en avoir conscience, songer au moindre battement de son cœur. Sinon, à quoi sert de se lever chaque matin? Fou. Ce que tu racontes me dépasse, dis-je. Mal à l'aise. Je ne l'avais jamais vu si passionné, jamais entendu s'exprimer si clairement. J'avais l'impression d'avoir fouillé dans des cendres grises et d'être soudain tombé sur la braise ardente qui rougeoyait en leur cœur. Elle brillait trop fort. Non, Fitz. Je me suis peu à peu convaincu que c'est par toi que tout passe. Il me taposa la poitrine de son sceptre à tête de rat. La clé de voûte, la porte, le carrefour, le catalyseur. Tu as été tout cela, et tu continues à l'être. Chaque fois que je tombe sur une croisée de chemin et que la piste est incertaine, je hume le sol. Je billebaude, j'aboie, je renifle, et je trouve une odeur. La tienne. Tu crées des possibilités. Tant que tu existes, on peut manœuvrer l'avenir. C'est pour toi que je suis venu, Fitz. Tu es le fil que je tords. Un des fils, en tout cas. Un pressentiment me glaça soudain. J'ignorais ce qu'il avait encore à me dire, mais je ne voulais pas l'entendre. Quelque part, très loin, un vague hurlement s'éleva. Un loup qui donnait de la voix en plein jour. Un frisson d'angoisse me fit dresser tous les poils. Tu m'as bien eu, fis-je, avec un petit rire inquiet. J'aurais dû me douter que tu n'avais aucun secret à me révéler. Toi, ou pas toi? Cheville, ancre, nœud sur la ligne. J'ai vu la fin du monde, fils. Je l'ai vu tisser aussi clairement que ma propre naissance. Oh, pas durant ton existence, ni durant la mienne. Mais pouvons-nous éprouver du bonheur à nous dire que nous vivons au crépuscule, plutôt qu'en pleine nuit? Pouvons-nous nous réjouir de seulement souffrir, tandis que nos rejetons connaîtront les tourments des damnés? Cela peut-il être une raison de ne rien faire? Fou, je n'ai pas envie d'écouter. Tu as eu l'occasion de repousser mon offre. Mais par 3 fois tu l'as acceptée. Et maintenant, tu vas m'écouter. Il brandit son sceptre comme s'il lançait des troupes à l'assaut, et il reprit, du ton d'un seigneur qui s'adresse au grand conseil des Siduchés. La chute du royaume des Siduchés fut la pierre qui déclencha l'avalanche. Dès lors, les sans-âmes se répandirent comme une tache de sang sur la plus belle chemise du monde. Les ténèbres dévorent et ne sont rassasiées que lorsqu'elles n'ont plus qu'elles-mêmes dont se nourrir. Et tout cela parce que la lignée des loin-voyants a failli. Voilà l'avenir tel qu'il est tissé. Mais attends, loin-voyant? Il pencha la tête de côté et me dévisagea comme un corbeau. Pourquoi t'appelles-tu ainsi, Fitz? Qu'est-ce que tes ancêtres ont jamais prévu pour se parer de ce nom? Veux-tu que je te le dise? Le nom de ta maison, c'est l'avenir qui remonte le temps jusqu'à toi, et qui te baptise du nom que ta lignée méritera un jour. Les loin-voyants. C'est l'indice qui m'a mis la puce à l'oreille, l'avenir qui revenait jusqu'à toi, à ta maison, là où ta lignée croisait mon existence, et qui te donnait ce nom. Je suis venu, et qu'ai-je découvert? Un loin-voyant qui n'avait pas de nom.
Aucun nom dans aucune histoire, passée ou à venir. Mais je t'ai vu en prendre un. Fitz, chevalerie, loin voyant. Et je veillerai à ce que tu en sois digne. Il s'approcha de moi, me saisit par les épaules. Toi et moi, Fitz, nous sommes ici pour changer l'avenir du monde, pour maintenir en place les petits cailloux dont la disparition pourrait provoquer la chute du rocher. Non. Un froid terrible m'envahissait. Je me mis à trembler, mes dents à claquer, les lucioles à étinceler à la lisière de mon champ de vision. Une crise. J'allais avoir une crise, et devant le fou. Va-t'en, m'écriai-je, incapable de supporter cette idée. Sors d'ici, vite, vite. C'était la première fois que je voyais le fou stupéfait. Sa mâchoire s'affaissa, et sa bouche béante révéla ses petites dents blanches et sa langue pâle. Il me tint encore un instant par les épaules, puis il laissa retomber ses mains. Sans m'inquiéter de ce qu'il pouvait penser de sa brutale expulsion, j'ouvris la porte en lui faisant signe de sortir, et il s'éclipsa. Je refermai, mis le verrou, puis me dirigeai vers mon lit, submergé par des vagues d'obscurité. Je m'effondrai le nez dans les couvertures. Molly m'exclamai-je. Molly, sauve-moi. Mais je savais qu'elle ne m'entendait pas, et je sombrais seul dans les ténèbres. Éclats de 100 chandelles, festons de sapins, guirlandes de houx, branches nues et noires décorées de sucre d'orge scintillant pour le plaisir de l'œil et du palais. Claquement des épées de bois, des marionnettes, et cris ravis des enfants quand la tête du prince bigarré sauta de ses épaules et s'envola par-dessus le public. Bouche grande ouverte de velours sur une chanson paillarde, tandis que ses doigts dansaient de leur propre volonté sur les cordes de sa harpe. Une bouffée d'air glacé quand les grandes portes s'ouvrirent et qu'un nouveau groupe hilar vint se joindre à la foule de la grande salle. Lentement, je commençai à comprendre qu'il ne s'agissait plus d'un rêve, que c'était bel et bien la fête de l'hiver, où je me promenais parmi les fêtards, la mine affable, souriant à chacun sans voir personne. Je battis paresseusement des paupières. Je ne pouvais rien faire vite. J'étais dans une bulle douate. Je dérivais, comme un bateau sans barreur par un jour calme. Je baignais dans une merveilleuse somnolence. Quelqu'un me toucha le bras, je me tournai. Buriche, les sourcils froncés, qui me posait une question. De sa voix toujours aussi grave, presque une vague de couleur qui venait de clapoter contre moi. Tout va bien, lui dis-je calmement. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je m'éloignai insensiblement de lui, emporté par les remous de la foule. Le roi subtil était sur son trône, mais je savais désormais qu'il était en papier. Le fou était assis à ses pieds, sur les marches, et il tenait son sceptre à tête de rat comme un petit enfant sa crécelle. Sa langue était une épée, et, à mesure que les ennemis du roi s'approchaient, le fou les frappait, les écharpait, et les détournait de l'homme de papier sur le trône. Et, sur une autre estrade, qu'Étriquène et Vérité, aussi jolis l'un et l'autre que la poupée du fou. Je regardai et vis qu'ils étaient tous deux faits de désir, tels des récipients pleins de néant. Je me sentis triste, car jamais je ne serais capable de les remplir, tant leur terrible vide était immense. Royal vint leur parler, et c'était un grand oiseau noir, pas une corneille, non. Il n'avait pas la gaieté d'une corneille, et pas un corbeau non plus. Il ne possédait pas l'astuce enjouée d'un corbeau. Non, un misérable gobeur dieu, qui tournoyait dans le ciel en rêvant d'eux comme de deux charognes dont se faire un festin. Il puait la pourriture, et je me mis la main sur le nez et la bouche avant de m'écarter. Je pris place sur les pierres d'une cheminée à côté d'une jeune fille qui gloussait de rire, toute heureuse dans sa jupe bleue. Elle jacassait comme un écureuil, et je lui souris. Bientôt, elle s'appuya contre moi et se mit à chanter une petite chanson amusante qui parlait de trois laitières. D'autres, assis ou debout, se trouvaient autour de l'âtre. Ils se joignirent à la chanson. À la fin, nous éclatâmes tous de rire, mais je ne compris pas bien pourquoi. Et sa main était chaude, posée si naturellement sur ma cuisse. Frère, es-tu fou? As-tu avalé des arêtes? As-tu la fièvre? Hein? Ton esprit est plein de nuages, tes pensées sont pâles et malades, tu te déplaces comme une proie. Je me sens bien. Vraiment, messire? Alors moi aussi. Elle me sourit. Un petit visage rond, des yeux sombres, des cheveux bouclés qui s'échappaient de sa coiffe. Elle plairait à Vérité. Elle me tapota la jambe amicalement, un peu plus haut qu'elle n'avait posé la main. Fitz chevalerie! Je levai lentement les yeux.
Patience se dressait devant moi, Brodette près d'elle. Sa présence me fit plaisir. Elle sortait si rarement de chez elle pour se mêler aux autres, surtout en hiver. L'hiver était une mauvaise période pour elle. Je serai heureux quand l'été sera revenu et que nous pourrons nous promener ensemble dans les jardins, lui dis-je. Elle me considéra un moment en silence. J'ai un objet lourd à monter dans mes appartements. Voudrais-tu me le porter? Certainement. Je me levai avec prudence. Je dois m'en aller, fis-je à la petite servante. Ma mère a besoin de moi. J'ai bien aimé votre chanson. Au revoir, messire, gazouilla-t-elle, et Brodette lui lança un regard assassin. Patience avait les joues roses vifs. Je la suivis parmi la presse, et nous arrivâmes au pied des escaliers. Je ne sais plus comment on monte là-dessus, avouai-je, et où est l'objet que vous voulez transporter? C'était un prétexte pour te faire sortir avant que tu ne te déshonores complètement, siffla-t-elle. Que t'arrive-t-il? Comment peux-tu te conduire de cette façon? Es-tu ivre? Je réfléchis. Œil de nuit dit que je me suis empoisonné avec des arêtes. Mais je me sens bien. Patience et Brodette m'observèrent d'un air très circonspect. Puis elles me prirent chacun par un bras et m'entraînèrent dans l'escalier. Patience fit du thé pendant que je bavardais avec Brodette. Je lui dis que j'étais amoureux fou de Molly et que j'allais l'épouser dès que le roi m'en donnerait la permission. Elle me tapota la main, mit sa paume sur mon front et me demanda ce que j'avais mangé aujourd'hui et où. Je ne m'en souvenais pas. Patience me fit boire du thé. Peu après, je vomis. Brodette me fit prendre de l'eau froide. Patience encore du thé. Je vomis à nouveau. Je déclarai que je ne voulais plus de thé. Patience et Brodette discutèrent. Brodette disait qu'à son avis je serais sur pied une fois que j'aurais dormi. Elle me conduisit à ma chambre. Je m'éveillai avec une notion des plus vagues quant à ce qui avait été du rêve et ce qui avait été réel, si tout n'était pas le fruit de mon imagination. Mon souvenir des événements de la soirée était aussi lointain que s'il remontait à des années. Mais l'ouverture de l'escalier qui déversa soudain sa chaleureuse lumière jaune et un courant d'air glacé dans ma chambre mit fin à mes interrogations. Je me relevai tant bien que mal, restai un instant titubant sous l'effet d'un brusque étourdissement, puis m'engageai lentement dans les marches, une main toujours au contact de la pierre froide du mur pour m'assurer que je ne rêvais pas. À mi-chemin, Imbre vint à ma rencontre. Tiens, prends mon bras, fit-il, et j'obéis. Il passa son bras libre autour de ma taille et nous gravîmes ensemble les degrés. Vous m'avez manqué, lui dis-je. Puis dans le même souffle, le roi subtil est en danger. Je sais, le roi subtil est toujours en danger. Nous étions au sommet des marches. Un feu brûlait dans la cheminée et, à côté, un plateau garni attendait. Il m'y conduisit. Je me demande si je n'ai pas été empoisonné. Un frisson me traversa et je tremblais de la tête aux pieds. Quand ce fut passé, je me sentis l'esprit plus vif. J'ai l'impression de me réveiller par étapes. Je crois être parfaitement conscient, et tout à coup, ma tête s'éclaircit encore davantage. Imbre hocha la tête d'un air grave. Je pense qu'il s'agit de la cendre. Tu n'as pas réfléchi en nettoyant la chambre de Subtil. Souvent, la combustion d'une plante concentre ses principes actifs dans le résidu. Tu as mangé des frillons avec des mains pleines de ce produit. Je ne pouvais pas faire grand-chose. J'espérais que tu cuverais pendant ton sommeil. Mais qu'est-ce qui t'a pris de descendre? Je n'en ai pas la moindre idée. Puis, comment faites-vous pour en savoir toujours autant demandai-je d'un ton plaintif, comme s'il m'obligeait à m'asseoir dans son vieux fauteuil. Lui-même s'installa à ma place habituelle sur les pierres de l'âtre. Malgré mon esprit brumeux, je remarquai la fluidité avec laquelle il se mouvait, comme s'il était défait des raideurs et des douleurs qui habitent le corps d'un vieillard. Et un hâle nouveau atténuait les marques qui grêlaient son visage et ses bras. J'avais déjà observé sa ressemblance avec Subtil. À présent, je retrouvais également vérité dans ses traits. J'ai mes petites sources personnelles de renseignements. Il me fit un sourire carnassier. Que te rappelles-tu de la fête d'hier soir? Je réfléchis en faisant la grimace. Suffisamment pour savoir que demain serait une journée délicate. La petite servante me revint brusquement en mémoire, appuyée contre mon épaule, la main sur ma cuisse. Molly! Il fallait que j'aille voir Molly pour lui fournir une explication quelconque. Si elle frappait à ma porte ce soir et que je ne sois pas là pour lui ouvrir. Je me redressai dans le fauteuil, mais, à cet instant, un frisson me parcourut et j'eus presque l'impression qu'on m'arrachait une couche de peau. Tiens,
Mange un peu. Vomir tripes et boyaux n'était pas la meilleure des choses dans ton cas, mais je suis persuadé que Patience pensait bien faire. Et, en d'autres circonstances, ça aurait pu te sauver la vie. Non, empoté, lave-toi d'abord les mains. N'as-tu donc rien écouté de ce que je t'ai dit? Je notai alors la présence d'un bol d'eau vinaigrée près des plats. Je me lavai soigneusement les mains pour en noter toute trace du produit, puis le visage. Et je m'étonnais de me sentir soudain tout régaillardi. Ça a été comme un rêve qui n'en finissait pas toute la journée. Est-ce ce que Subtil éprouve tous les jours? Je n'en sais rien. Peut-être toutes les plantes qui brûlent chez lui ne sont-elles pas ce que je crois. C'est justement un des points dont je voulais justement parler avec toi. Dans quel état est Subtil? Cela lui a-t-il pris brusquement? Et depuis combien de temps Murfès se prétend-il guérisseur? Je l'ignore. Je courbai la tête, honteux. Je me fis violence, et lui avoua à quel point j'avais été négligent en son absence. Et stupide. Quand j'eus fini, il ne me contredit pas. Eh bien, ce qui est fait est fait. Maintenant, reste à sauver ce qui peut l'être. Il se passe trop de choses ici pour qu'on puisse toutes les trier en une seule fois. Il me regarda d'un air pensif. Une bonne partie de ce que tu m'as dit ne me surprend pas. Les forts gisés qui continuent à converger sur Castelcerre, la maladie du roi qui persiste. Mais sa santé décline beaucoup plus vite que je ne puis me l'expliquer, et je ne comprends pas la malpropreté de ses appartements. À moins que... Il laissa la phrase inachevée. On croit peut-être que Dametin était son seul rempart, et qu'à présent tout le monde se désintéresse du sort du roi. On voit peut-être en lui un vieillard isolé, un obstacle à éliminer. Ton incurie aura au moins eu pour résultat de faire sortir nos adversaires au grand jour. Il est possible que nous puissions désormais les abattre. Il soupira. Je pensais me servir de Murfès, en faire discrètement mes yeux et mes oreilles pour surprendre les conseils qu'on pourrait lui donner. Par lui-même, il ne connaît guère les simples. Ce n'est qu'un amateur. Mais cet outil que j'ai laissé traîner, quelqu'un d'autre l'utilise peut-être à présent. Il faudra voir. Néanmoins, il existe des moyens de mettre un terme à tout ceci. Je me mordis la langue pour ne pas prononcer le nom de Royal. Lesquels? Demandai-je. Imbre sourit. Comment s'y est-on pris pour te rendre inopérant en tant qu'assassin au royaume des montagnes? Je fis la grimace au souvenir de cet épisode. Royal a révélé le but de ma mission à Ketriken. Exactement. Eh bien, nous allons projeter un ray de lumière sur ce qui se passe chez le roi. Mange pendant que je t'explique mon plan. Et je l'écoutais donc décrire les tâches qui m'attendaient le lendemain, ce qui ne m'empêcha pas de remarquer les plats qu'il avait choisis pour moi. L'ail y prédominait, et je connaissais sa foi en ses vertus dépuratives. Je me demandais ce que j'avais bien pu avaler, et jusqu'à quel point mon souvenir de la conversation avec le fou en était affecté. Je me sentis soudain honteux de la brusquerie avec laquelle je l'avais mis à la porte. Encore un auquel je devrais des explications le lendemain. Imbre s'aperçut de ma préoccupation. Nul n'est parfait, observa-t-il obliquement. Et parfois, il faut s'en remettre à la compréhension des autres. Je hochai la tête, puis bâillai tout d'un coup à m'en décrocher la mâchoire. Pardon, marmonnai-je. J'avais les paupières si lourdes que j'avais du mal à tenir la tête droite. Vous disiez? Non, non. Va te coucher. Repose-toi. C'est le meilleur des médicaments. Mais je ne vous ai même pas demandé où vous étiez parti, ni ce que vous avez fait. On vous donnerait 10 ans de moins. Imbre fit la moue. C'est un compliment? Peu importe. Il serait vain de me poser des questions. De toute façon, aussi garde-les pour un autre moment, où tu pourras ronger ton frein parce que je refuserai encore d'y répondre. Quant à ma vitalité, ma foi, plus on en demande à son organisme, plus il est capable d'en faire. Ce n'a pas été un voyage d'agrément, mais je pense que les difficultés en valaient la peine. Il leva la main pour me faire taire. Je n'en dirai pas davantage. Au lit maintenant, Fitz, au lit. Je bâillai à nouveau en me levant, puis je m'étirai à m'en faire craquer les articulations. Tu as encore grandi, fit Imbre avec un mélange de tristesse et d'admiration. À ce train-là, tu vas dépasser ton père. Vous m'avez manqué, marmottai-je en me dirigeant vers l'escalier. Toi aussi. Mais demain, nous aurons toute la nuit pour nous rattraper. Pour l'instant, va dormir.
Je descendis avec la sincère intention de suivre sa suggestion. Comme toujours, la porte en bas de l'escalier se referma quelques instants après que je l'eus franchie, grâce à un mécanisme que je n'avais jamais réussi à découvrir. Je jetai 3 bûches sur le feu, mourant, puis gagnai mon lit et m'assis pour enlever ma chemise. J'étais épuisé, mais pas au point de ne pas déceler une vague trace du parfum de Molly sur le tissu. Je restai un moment sans bouger, la chemise entre les mains, puis je la reniflai et me levai. J'ouvris la porte et me glissai dans le couloir. Pour une soirée habituelle, il aurait été tard, mais c'était la première nuit de la fête de l'hiver, et beaucoup d'habitants du château ne changeraient à leur lit qu'à l'heure où l'aube pointerait, tandis que d'autres n'y retourneraient pas du tout. Je souris en me percevant que je comptais faire partie de ce dernier groupe. Il y avait foule dans les couloirs et les escaliers. La plupart des gens étaient trop éméchés ou trop occupés pour faire attention à moi. Quant aux questions que pourraient me poser les autres le lendemain, je résolus de les esquiver en prenant prétexte de la fête de l'hiver. Néanmoins, je m'assurai que le couloir était désert avant de frapper à la porte de Molly. Je n'obtins pas de réponse, mais comme je levai la main pour toquer à le nouveau, lui s'ouvrit sans bruit sur une pièce obscure. J'éprouvai une terreur mortelle. En un éclair, je fus convaincu qu'il lui était arrivé malheur, que quelqu'un s'était introduit chez elle, lui avait fait du mal et l'avait laissé dans le noir. J'entrai d'un bond en criant son nom. La porte se referma derrière moi et Molly fit « Chut !» Je pivotai vers elle, mais il fallut un moment à mes yeux pour s'habituer à l'absence de lumière. La seule clarté provenait du feu dans la cheminée, et je lui tournai le dos. Quand je pus enfin percer la pénombre, j'eus l'impression d'être incapable de respirer. « Tu m'attendais » dis-je finalement. D'une voix revêche, elle répondit. « Depuis quelques heures à peine. » Je te croyais en train de t'amuser dans la grande salle. Lentement, il me revint en mémoire que je ne l'y avais pas vu. Je savais que je ne manquerais à personne, sauf à quelqu'un. Et j'ai pensé que ce quelqu'un pourrait bien venir me retrouver chez moi. Sans bonger, je la regardais. Elle portait une couronne de houx sur la masse de ses cheveux. Rien d'autre. Et elle se tenait droite contre la porte, dans l'intention que je la vois bien. Comment expliquer la ligne aussi franchie? Jusque-là, c'était ensemble que nous nous étions aventurés dans ce nouveau monde, que nous l'avions parcouru, exploré. Mais cela, c'était différent. C'était l'invitation sans phare d'une femme. Est-il rien de plus irrésistible que de se savoir désiré par une femme? Vaincu et heureux de l'être, je me sentis étrangement racheté de toutes les bêtises que j'avais faites dans ma vie. La fête de l'hiver, le cœur secret de la nuit. Oui. Elle me réveilla avant l'aube et me mit à la porte. Le baiser d'adieu dont elle me gratifia avant de me chasser me laissa pétrifié dans le couloir, à essayer de me persuader que l'aube n'était pas si proche. Cependant, au bout de quelques instants, je me rappelai que la discrétion était de mise, et j'effaçai mon sourire idiot de mon visage. Je défroissai ma chemise et me dirigeai vers les escaliers. Une fois dans ma chambre, je fus saisi d'un épuisement qui me fit tourner la tête. Depuis combien de temps n'avais-je pas dormi une nuit entière? Je m'assis sur mon lit, ôtai ma chemise à gestes lents, et la laissai tomber par terre. Puis je m'écroulai sur le dos parmi les couvertures et fermai les yeux. Des coups frappés doucement à ma porte me firent redresser brusquement. Je traversai rapidement la chambre, le sourire aux lèvres. Je souriais encore en ouvrant la porte. « Tu es debout? Tant mieux, et presque habillé. À voir ta tête hier soir, j'avais peur d'être obligé de te tirer du lit par la peau du cou. » C'était Buriche, toiletté et peigné de frais. Seules les rides de son front trahissaient sa participation à la bamboche de la veille. Pour avoir partagé ces quartiers pendant plusieurs années, je savais que la gueule de bois la plus violente ne pouvait l'empêcher d'affronter ses devoirs. Je soupirai, inutile de demander grâce, car il ne m'en accorderait aucune. J'allai donc à mon coffre, à vêtements, prendre une chemise propre, que j'enfilai en l'accompagnant à la tour de vérité. Il existe en l'homme un seuil étrange, physique aussi bien que mental. Rares sont les occasions où j'ai dû le franchir, mais chaque fois, un phénomène extraordinaire s'est produit. Ce matin-là ne fit pas exception. Au bout d'une heure, j'étais torse nu et en nage. Les fenêtres de la tour étaient ouvertes, mais je n'avais pas froid. La hache au fer capitonné que Buriche m'avait donnée était à peine moins lourde à soulever que le monde lui-même, et la pression de la présence de vérité dans ma tête me donnait la sensation que mon cerveau allait jaillir par mes yeux. Je n'arrivais même plus à brandir mon arme pour me protéger.
Burich m'attaqua de nouveau, et je n'opposais qu'une défense symbolique, qu'il écarta sans mal, avant de me frapper rapidement, une fois, deux fois, sans violence, mais sans douceur non plus. Et voilà, tu es mort, dit-il en se reculant. Il posa la lame de sa hache sur le sol et s'appuya sur le manche en reprenant son souffle. Pour ma part, je laissai tomber mon arme. C'était inutile. En moi, Vérité se tenait parfaitement immobile. Je lui jetai un coup d'œil, assis devant sa fenêtre, le regard posé à l'horizon. La lumière du matin accusait ses rides, et le gris de ses cheveux, ses épaules voûtées reflétaient mon propre état d'esprit. Je fermai les yeux un instant, trop exténué pour faire le moindre mouvement. Et soudain, nous nous engrenâmes l'un dans l'autre. Je vis alors jusqu'aux horizons de notre avenir. Notre pays était assiégé par un ennemi féroce qui ne cherchait qu'à tuer et à mutiler. C'était son unique but. Il n'avait ni champ à semer, ni enfants à défendre, ni bétail à soigner pour le distraire de ses assauts. Mais nous nous efforcions de vivre notre existence quotidienne tout en nous protégeant de ses destructions. Alors que l'ordinaire des pirates rouges, c'était justement leur ravage, et cette unicité d'intention était la seule arme dont ils avaient besoin pour nous anéantir. Nous n'étions pas des guerriers. Nous n'en étions plus depuis des générations. Et nous ne pensions plus comme tels. Même les soldats parmi nous étaient des militaires entraînés à se battre contre un ennemi rationnel. Comment résister aux assauts d'une horde de démons? De quelles armes disposions-nous? Je regardai alentour. Moi-même, en tant que vérité. Un seul homme qui s'usait à essayer de maintenir l'équilibre entre la défense de son peuple et l'envol dans l'extase intoxicante de l'art. Un seul homme qui s'évertuait à nous réveiller, à déclencher en nous le feu qui nous permettrait de nous défendre. Un seul homme, le regard fixé au loin, tandis que nous jacassions, complotions et nous chamaillions dans le château à ses pieds. C'était vain. Nous étions condamnés. Une vague de désespoir déferla sur moi, menaçant de m'engloutir. Elle tourbillonnait autour de moi, quand soudain, en plein milieu, je trouvai un point d'ancrage. Un point où la futilité de nos efforts devenait comique. Horriblement comique. 4 petits navires de guerre inachevés, avec des équipages de novices, des tours de guet et des feux d'alarme pour appeler au massacre des défenseurs incapables. Burich avec sa hache, et moi torse nu dans le froid. Vérité en train de regarder par la fenêtre, tandis que, plus bas, Royal droguait son propre père, dans l'espoir sans doute de le dépouiller de son esprit et d'hériter de toute la pagaille. Tout cela était d'une vanité absolue. Il était inconcevable de baisser les bras. Une formidable envie de rire monta en moi, et je ne pus la contenir. Appuyé sur ma hache, je ris comme si le spectacle du monde était du plus haut burlesque, cependant que Burich et Vérité me dévisageaient, les yeux écarquillés. Un infime sourire entendu tirait les coins de la bouche du prince. Un éclat dans ses yeux partageait ma folie. Fitz, tu vas bien? Me demanda Burich. Très bien, je vais parfaitement bien, répondis-je, quand les vagues de rire qui me secouaient se furent apaisées. Je me redressai, puis secouai la tête, et j'eus presque l'impression de sentir mon cerveau se remettre en place. Vérité, dis-je, et j'englobais sa conscience dans la mienne. C'était facile. Ça l'était depuis le début, mais je croyais jusque-là y perdre quelque chose. Nous ne nous fondîmes pas en une seule entité, mais nous nous emboîtâmes l'un dans l'autre comme des bols empilés dans un buffet. Il s'adaptait parfaitement à moi, tel un sac à dos bien équilibré. Je pris ma respiration et levai ma hache. Recommençons, dis-je à Burich. Comme il avançait sur moi, je ne lui permis plus d'être Burich. C'était un homme armé d'une hache venu assassiner Vérité, et, avant que je puisse interrompre mon geste, je l'étendis au sol. Il se releva en secouant la tête, et je décelai un soupçon de colère dans ses traits. Nous nous affrontâmes à nouveau, et à nouveau, je lui assénai un coup bien placé. Troisième reprise, fit-il, et un sourire carnassier illumina son visage buriné. Nous nous mesurâmes encore une fois, animés par l'allégresse de la lutte, et je le surclassai, sans discussion. 2 autres fois, nous nous battîmes avant que Burich ne recule soudain, en esquivant mon coup. Il appuya sa hache au sol et reprit son souffle, le dos voûté, les bras croisés sur le manche de l'arme. Puis il rectifia sa position et regarda Vérité. Ça y est, dit-il d'une voix rauque. Il a attrapé le truc. Il n'est pas complètement débourré, et il s'affûtera avec de l'exercice.
Mais vous avez fait le bon choix pour lui. La hache est son arme. Vérité hocha lentement la tête. Et mon arme, c'est lui.